Et notre Zoom nous emmène aujourd'hui en plein cœur de la Corse, loin du littoral touristique. Nous vous emmenons à la découverte de la vallée de la Restonica. C'est un joyau naturel aux portes de Corte qui s'étend sur 17 km et qui s'élève à plus de 2000 mètres d'altitude, avec en récompense au bout du chemin de magnifiques lacs de montagne. Patrice Roubaud, Philippe Pelletier et Alain Bobet. C'est un chemin escarpé qui mène vers des cimes à plus de 2000 mètres d'altitude. Une rivière qui ne laisse jamais indifférent. Des lacs où la glace résiste et donne un petit air de banquise. La vallée de la Restonica, au-dessus de Corte, est intimement liée avec la vie de ses habitants. Sous le regard des chocards à bec jaune, l'équipe montagne du parc régional de Corse monte en direction de la Haute-Vallée et croise les premiers vacanciers. Ça, vous pouvez les laisser tomber. Oui. Là, vous allez monter jusqu'au lac du Mail aujourd'hui. Oui. Et le reste, après, il faut équipement crampon piolet. On va jusqu'ici, là. Ouais, jusqu'au Mail, ça va. Le GR20, on va dire que la partie sud va être ouverte début mai, mi-mai. Et la partie nord, par rapport à l'enneigement, c'est plus fin mai, début juin. En ce début de saison, la sécurisation des chemins de randonnée est une priorité. Pour sécuriser le passage, il y a 2-3 endroits qu'on a équipés avec des chaînes. Et en début de saison, on vérifie si les points d'ancrage n'ont pas bougé avec le gel ou les chutes de pierre. On vérifie si tout en place. Du lac du Mail et du Capitaine, les randonneurs peuvent accéder sur le mythique GR20. Le chemin passe sur les crêtes au pied de ces cathédrales en granit. Du refuge, on peut observer le sentier fermé pour l'instant par la neige. Au niveau altitude, c'est sûr qu'on n'est pas excessivement élevé. Le GR passe à 2002, mais la configuration du terrain équivaut à un 3000-3005 dans les Alpes. On est dessus dans des pentes assez raides et c'est assez escarpé. Donc il ne faut pas trop se fier à l'altitude, il faut être précautionneux. Puis la météo change très vite. On est quand même sur une île. Donc il peut faire beau le matin et avoir un très mauvais temps dans l'après-midi. Impossible d'accéder plus haut quand on n'a pas d'équipement adapté. Mais le spectacle du dégel du Mail et la floraison des crocus ravit les plus courageux. Je ne pensais pas trouver un lac gelé. Il y a 2 jours, on se baignait et aujourd'hui, on est dans la neige. Là, c'est une diversité magnifique. Moi, j'ai jamais fait des marches avec autant de... avec la neige et gelée comme ça on a vu. Moi, je suis étonné par cet amphithéâtre-là. Je trouve que c'est un lieu de paix, C'est un lieu où on doit se recueillir, où on doit s'imprégner, rester dans le silence et écouter la nature. C'est magique. Ah ben on la regarde tout le temps, chaque jour elle est différente en fonction de la luminosité, en fonction de tout On y est bien ici c'est un paradis C'est jamais pareil, on trouve toujours des choses à regarder, c'est jamais pareil La randonnée est aujourd'hui la principale activité de la vallée. Le chalet de Théo est devenu un passage obligé, un lieu de rendez-vous incontournable. Comment ça va? Ça va? C'est le passage. Ici, pendant la période estivale, nous avons jusqu'à 2000 personnes jour. Théo, c'est la figure incontournable de la vallée d'Arestonica. C'est le patron de la Haute-Vallée. On essaie de lui prendre la place, mais dans quelques années. On lui souhaite encore longue vie. On se retrouve là même tout l'hiver pour faire du ski ou de l'escalade, de la grimpe. Et l'été, on y vient moins parce qu'il y a beaucoup de monde, mais surtout l'hiver. C'est notre quartier général, un moment de fête, de convivialité, d'amusement. Quand le soleil décline, Théo, en expert, grille sous la braise le fameux figatel. Figatel, il faut le faire cuire lentement, très lentement. Et jamais sur une flamme. Sinon, ça brûle. Et c'est pas bon. Il faut prendre son temps. À l'intérieur, la poulinte de châtaigne est servie. Les amis sont montés pour l'ouverture du chalet. C'est le chalet, on pourrait dire notre enfance, puisque ça fait 30 ans qu'on monte ici, avec notre ami Théo. Et c'est des moments agréables et des moments à retrouver. Et de temps en temps, on aime bien s'y retrouver l'hiver comme l'été.
Le lendemain, à l'embouchure de la rivière, il y a comme un air d'été. Seul bémol, la température de l'eau. Nous, on prend juste le soleil. L'eau, elle est juste là pour nous rafraîchir les pieds, c'est tout pour le moment. Pour le moment, c'est trop froid. Pour profiter des eaux fraîches de la Restonica, mieux vaut être équipé comme Anthony, ce professeur des écoles en fond du pays, est l'un des spécialistes de la pêche à la mouche dans la région. Dès son plus jeune âge, son père l'amenait pêcher dans ses vasques, où la truite se cache. C'est un poisson très sauvage, alors même si ça peut paraître, c'est un poisson de montagne qui est vorace et affamé, je dirais parfois, c'est un poisson qui est quand même très méfiant, qui demande une approche très intéressante pour un pêcheur qui a envie un petit peu de se passionner. Et quand on a envie vraiment d'aller chercher ces poissons, eh ben, il faut vraiment se cacher, il faut vraiment apprendre à les leurrer. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui me passionne. Des lacs gelés jusqu'au pied de la citadelle. Les gorges de la Restonica serpentent sur 18 km. La qualité de l'eau est ici exceptionnelle, d'une clarté absolue. Cette rivière, c'est l'âme de la ville, puisque tout gamin, on n'attend qu'une chose, c'est que les parents donnent l'autorisation d'aller se baigner dedans. Ensuite, quand on va être adolescent, ça va être aller avec les copains et les copines au bord de la rivière. Ensuite, quand on grandit, eh ben, on y arrive avec la famille. Donc toutes les générations se croisent au bord de cette rivière, en fait. C'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de vie, et c'est, j'allais dire, pour Corté, quelque chose de capital. Tout le monde grandit au bord de cette rivière et vieillit au bord de cette rivière. Au fil des siècles, la vallée de la Restonica est restée intacte, sauvage, protégée par les Cortenais. D'ici un mois, il ne restera plus que quelques névés sur la pointe des cimes, comme un mirage, une résurrection. Les lacs apparaîtront à nouveau dans les nuages. Alors pour permettre à la jeunesse de rester vivre sur ce territoire sauvage, la Corse a créé sa propre université il y a 35 ans et pas n'importe où. Elle s'est installée à Corté, au lieu de l'indépendantisme. Les bâtiments de la faculté ont changé la physionomie même de la ville. Aujourd'hui, les étudiants sont 4500 dans une commune qui ne compte que 7500 habitants. Reportage de Maud Gatineau, Dominique Paris et Alain Bobet. Pour se rendre compte de son importance, il suffit de prendre un peu de hauteur. Alors là, on est à un des points culminants pour voir toute la ville de Corté. On a la bibliothèque universitaire, très récente, qui a été ouverte cette année, fac de sciences, fac de médecine, IUT de Corse, et complètement à l'opposé, fac de lettres et fac de droit. Corté est entouré par son université. Autour de la vieille ville et son emblématique citadelle, les bâtiments contemporains de la faculté et les résidences étudiantes forment des nouveaux remparts. Emmanuel et Christian ont décidé d'y faire leurs études. Ils sont corses tous les deux et très attachés à leur île. Moi, ce que je voulais surtout, c'était pouvoir étudier chez moi, c'est-à-dire jouer à domicile quelque part. C'est-à-dire que là, je suis à côté de Bastia, donc c'est à 1 heure de route. Et ici, il y a tout. Il y a mes amis, il y a ma famille. C'est pas par facilité, mais c'est juste par bien-être. Donc ça fait 8,33 par watt. La petite ville de Corté réunit 4500 étudiants comme eux et presque 350 enseignants et chercheurs. Son implantation ici est liée à cet homme, Pascal Paoli. Chef de la nation indépendante corse au XVIIIe siècle, le général fait de Corté la capitale de l'île et y ouvre une première université. Elle fermera ses portes 4 ans après, à la suite de la conquête militaire française. L'université actuelle, ouverte en 1981, rend toujours hommage à ses racines. Nous sommes devant le Palais national, le Palazzo National qui a abrité la République de Pascal Paoli à la fin du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui est devenu par la suite, récemment, le siège de l'Université de Corse. 2 siècles plus tard, l'ambition de la faculté est toujours la même, former les jeunes cadres corses sur l'île. C'était la seule région française à ne pas
pouvoir diriger ses bacheliers vers une faculté, vers une université. Et donc les enfants de Corse étaient systématiquement contraints d'aller faire leurs études sur le continent, ce qui créait une sélection évidemment très évidente, une sélection par le système social, par l'argent. Depuis sa réouverture, l'université a vu son nombre d'étudiants multiplié par 8. Certains viennent même de l'étranger, comme Juan de la République dominicaine. Il est arrivé en 2009 et compte bien rester ici. Comme il y avait déjà un jumelage avec mon village natal en Corse, je me suis dit, je vais aller en Corse pour faire mes études là-bas et en même temps essayer de développer quelques projets d'échange entre les deux îles. Comme lui, ils sont 400 sur le campus. Ils viennent du Mexique, du Québec ou encore de la République centrafricaine pour s'immerger dans cette vie insulaire. En Corse, j'aime bien la nourriture. Les gens ici sont très accueillants. Ils veulent garder leur langue, ils veulent garder leur tradition. Les étudiants ont dynamisé l'économie locale. Mais bien au-delà, c'est le visage de Corté qu'ils ont redessiné. Ça donne une image de la ville jeune, avoir un statut de ville universitaire. Ça donne des moyens à la ville pour réaliser tous ces projets d'équipement qu'elle n'aurait pas eu si elle avait vécu comme simple ville touristique. À la nuit tombée, nous retrouvons Emmanuel dans ce bar devenu le repère des étudiants. Comme lui, presque un bachelier corse sur 2 choisit de venir faire ses études ici. Et cet attachement inconditionnel, cet amour des Corses pour leur île, c'est sans doute dans cette région qu'il se vérifie le plus. Pour des raisons économiques, la population de certaines communes a été divisée par 10 depuis le début du XXe siècle. Ceux qui sont restés se battent donc tous les jours pour la survie de leur village. Reportage dans les environs de Corté de Maud Gatineau, Dominique Paris et Alain Bobet. Ces routes, Nicolas les connaît par cœur. Chaque jour, le boulanger parcourt plus de 100 km pour livrer du pain dans les villages du centre corse. Sa tournée quotidienne s'arrête chez Vincente, dans une commune presque déserte. L'été, il y a du monde. Voilà, tout le monde revient là. Voilà. Et l'hiver ? L'hiver, on n'est pas beaucoup, hein. Je ne sais pas, on est une vingtaine. Et là, ils sont tous partis, hein, les gens, les jeunes. Il n'y a pas de travail ici. Tous ou presque sont partis sur le littoral ou le continent. Au cœur des montagnes, loin des zones urbaines, certains villages ont perdu jusqu'à 90% de leur population en à peine un siècle. Par le passé, on faisait 4-5 villages et on rentrait dans notre chiffre. Alors que maintenant, il faut faire une dizaine de villages, si ce n'est plus, pour essayer de raccrocher un peu quelque chose. Dans des communes où la plupart des commerces sont fermés, les ambulants comme Nicolas sont devenus indispensables. On vous a aussi livré le journal, madame. Ouais, et oui, parce que le journaliste ne passe pas ici. Boulanger fait journaliste aussi. À quelques dizaines de kilomètres, dans le village de Morosalia, Gilles Mariani a entamé sa leçon de grammaire. Gilles, j'ai trouvé un corps de verbe là. Ici, il y avait à une époque jusqu'à 300 élèves. Ils sont aujourd'hui 7 de la petite section au CM1. Face à ces petits effectifs, l'établissement a été menacé de fermeture il y a 2 mois. Difficile à digérer pour l'enseignant, qui a toujours vécu ici. Parce qu'une école qui se ferme, c'est un village qui meurt. Hein. Donc c'est affectif. Tant qu'on entendra le chant des enfants ou les cris des enfants dans la cour de récréation, ça veut dire que le village est vivant. Hein. Pétition, manifestation, c'est en se mobilisant que les parents sont parvenus à sauver l'établissement. On a réussi à défendre l'école cette année et je pense que pour les années prochaines, ça devrait aller. On a des petits qui arrivent. Pierre, lui, n'attend plus les naissances pour repeupler sa commune. Maire d'un village de 140 habitants, il s'est lancé dans la construction de logements modernes pour faire venir ici des gens de l'extérieur. C'est des F4 de 93 mètres carrés et sont disposés aussi de manière à ce que chaque location
a aussi une parcelle de terrain d'entre 800 et 1000 mètres carrés. Le loyer est attractif, 580 €. Partout dans ces zones rurales, les Corses, attachés à leurs terres, multiplient les initiatives pour dynamiser la vie locale. C'est aussi le cas de Xavier, agriculteur le jour, qui s'est lancé dans cette ferme auberge.